Après le succès d'Edward, Burton est rappelé par la Warner pour s'occuper de la suite des aventures de Batman. Une fois le défi relevé, il se lance dans la réalisation d'un film formidable. Non. Non, 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 non. Tim Burton a produit L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il a conçu les personnages et le design des décors. Mais il n'a pas réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. En fait, sur la période de 3 ans qu'a duré la réalisation du film, Burton n'a été présent que 10 jours environ, et Henry Selick, son ami animateur rencontré à Disney, a vraiment réalisé le film seul. Burton a par contre écrit le poème d'origine, et coécrit le scénario et les chansons. Il est également directeur artistique du projet, d'où le look si facilement identifiable. Mais il a au final autant de crédit à prendre pour le succès du film que n'importe quel scénariste. En revanche, il a réalisé un autre projet qu'il ne devait jusque-là que produire également, une adaptation de la vie de Ed Wood, réputé être le plus mauvais réalisateur d'Hollywood. Pour ce film, Burton collabore à nouveau avec Johnny Depp, mais délaisse Danny Elfman pour Howard Shore, le compositeur de nombreux films de Scorsese, David Fincher et du Seigneur des Anneaux. Le film se base sur une biographie écrite et est totalement filmé du point de vue de Wood, à une exception notable, la scène où un producteur de la Warner visionne son film Glenn ou Glenda. Je dois avouer que je n'ai rien à redire sur ce film. Il est juste génial. Bien évidemment, c'est celui que le grand public connaît le moins de la carrière de Burton, alors qu'il est pourtant formidable. Et pourtant, je l'ai regardé à l'époque où je détestais déjà foncièrement Burton, en m'attendant à le détester comme beaucoup de ses autres films. J'ai été d'abord décontenancé par le réalisme du film. Sans doute parce qu'il est basé sur une histoire réelle, probablement parce qu'il a été tourné sans avoir été storyboardé au préalable, Burton considérant que sur un film comme celui-ci, c'était le travail avec les acteurs qui était important et non le découpage. Il n'a donc pas prévu à l'avance de plans en courte focale, aux distances exagérées, et pas ou peu de plans débulés ou aux mouvements de caméra complexes. Les angles, lumières et images les plus audacieuses viennent toujours des plans tournés dans la maison de Bella. Non, pas cette Bella. Ce Bella, Bela Lugosi. Un acteur à la carrière fascinante que sa voix et son accent ont propulsé au rang de star, avec notamment ses interprétations de créatures mythiques telles que Dracula. La relation d'admiration mêlée d'amitié profonde entre Ed Wood et Bela Lugosi touche Burton car elle fait écho à sa propre relation d'admiration mêlée d'amitié profonde avec Vincent Price, qu'il fait d'ailleurs interpréter Bela Lugosi avec un maquillage léger pour pousser la ressemblance. Lorsqu'on est chez lui, la mise en scène devient presque surréaliste. Des ombres sont étrangement projetées sur des toiles blanches, et la caméra est placée dans une contre-plongée en grand angle. Tout cela découle du fait que Wood voue une admiration sans faille à l'acteur, et donc être chez lui est une expérience envoûtante qui le transporte et l'impressionne. Le réalisme est sans doute aussi quelque part le résultat du fait que Burton ne devait pas réaliser le film à la base. La pré-production avait d'abord été élaborée par le réalisateur Michael Lehman, et son départ sur un autre projet a été comme un coup de boost pour Burton. Il avait beaucoup réfléchi au projet en tant que producteur, et ne voulait pas qu'il passe à la trappe ou soit mis en suspens trop longtemps, et a donc décidé de se mettre au boulot immédiatement sans réfléchir au style au-delà de la décision de tourner le film en noir et blanc, mais plus au personnage. Et les personnages sont justement tous très réussis. Les plus attachants sont bien sûr Ed et Bella, mais nous avons aussi un Bill Murray en Bunny Breckenridge qui ne rêve que de changer de sexe absolument magistral et mémorable, ou une Sarah Jessica Parker en Dolores Fuller hilarante. Et arrêtez de lui taper sur la gueule sous prétexte qu'elle a joué la reine des poufs dans Sex and the City. C'est une très bonne actrice qui a malheureusement flingué sa carrière avec ce rôle comme l'a fait Leonard Nimoy avec Spock par exemple. Et Sex and the City n'est pas une série de poufias pour gonzesses. Je le croyais aussi, jusqu'à ce que j'ai la curiosité de regarder quelques épisodes et c'est juste excellent. Nous avons aussi la touchante jeune ingénue jouée par Patricia Arquette et l'ironie mordante de Vampira. Bref, une brochette de personnages hauts en couleur qui, si elle rappelle la galerie de monstres que Burton aime afficher dans ses films, restent des personnages réalistes, humains et touchants. Leur côté exagéré est clairement l'incidence du point de vue toujours optimiste de Ed Wood, et passe donc comme une lettre à la poste. Bien sûr, Burton laisse une partie de sa patte. L'univers de Ed Wood était un peu le même que le sien, et plusieurs personnes parlent depuis des cercueils évoquant la mort de façon détachée et comique, mais c'est fait par petites touches. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour Ed Wood, même si je ne l'ai découvert que sur le tard. Peut-être est-ce parce qu'il parle du cinéma? Peut-être parce qu'il montre quelque chose de neuf et d'inattendu chez Burton? Peut-être tout simplement parce que c'est un bon film. Cette plongée dans l'univers de Ed Wood va faire naître en lui l'envie de rendre hommage aux films de science-fiction des années 30 ou 50, que sont par exemple The Day the Earth Stood Still et War of the Worlds, qui n'est malheureusement pas encore sorti en Blu-ray. C'est ainsi qu'il se lance dans le développement de Mars Attacks.
Je dois avouer que j'ai été assez étonné de voir que le design des Martiens n'était pas du tout du fait de Burton. Je crois que seuls les costumes des chanceliers ont été créés par lui, et ce n'est qu'une supposition due au fait que leurs extrémités sont en spirale, une forme qui revient énormément dans le dessin de Burton. Ses cerveaux énormes et ses gros yeux me semblaient pourtant être complètement son style, mais en vérité, Mars Attacks est l'adaptation d'une série de jeux de cartes. Oui, les Américains adaptent vraiment tout et n'importe quoi. J'attends avec impatience qu'ils adaptent une collection de maillots de bain de chez H&M. Là encore, c'est un film de Burton auquel je n'ai quasiment rien à reprocher. Moi qui suis fan de science-fiction, la même année j'ai eu droit à Mars Attacks et à Independence Day. Je peux vous dire que j'étais comblé. L'histoire est simple, les Martiens débarquent. Ils sont petits, verts, mais surtout ils sont hargneux, cyniques et belliqueux. Leur seul et unique but est de se fendre la gueule en nous exterminant et expérimenter des choses débiles juste pour le plaisir. La solution pour les exterminer est finalement trouvée par un ado marginal un peu loser aux cheveux sales. Ça alors. La patte de Burton se retrouve dans l'aspect général loufoque du film et dans un humour assez macabre. Autant le principe de voir la tête de Sarah Jessica Parker sur un chihuahua me fait hurler de rire, autant je ne peux pas m'empêcher d'être absorbé par le sang qui goûte sans s'interrompre du coup de Pierce Brosnan. Et la scène devient aussi dérangeante qu'hilarante. Danny Elfman revient encore une fois à la musique et compose pour un univers qui est absolument parfait pour son registre, comme souvent je le répète quand il travaille avec Burton. Le film est servi par un des castings les plus dingues qu'il m'ait été donné de voir. Je connais assez peu de films qui peuvent se vanter d'avoir une telle palette d'acteurs. Burton se paye même le luxe de faire jouer 2 rôles à Jack Nicholson, quoique j'ai du mal à en comprendre la raison. Elle peut tout aussi bien être un hommage supplémentaire à Ed Wood, qui ne se prévoit pas pour faire jouer 2 rôles au même acteur, tout comme elle peut être une idée de casting née de discussions entre l'acteur et le réalisateur, qui avaient déjà travaillé ensemble avec Batman. Si le film a plutôt bien marché en Europe et en France, il est considéré comme un échec commercial sur le territoire des États-Unis, bien qu'il ait rebroussé son budget. Il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi. Ce genre de film est fait habituellement pour glorifier les valeurs des USA. Il suffit de le comparer à Independence Day, sorti la même année et qui lui a été un blockbuster. Independence Day montre la victoire des 3 valeurs fondatrices du pays, travail, famille et patrie. Les 2 héros sont des bourreaux de travail. L'un va se marier, l'autre se remettre avec son ex. Le président lui-même participe au combat, délivre un speech motivant et reste un père présent pour sa fille. Et le premier homme à trouver le moyen de détruire les envahisseurs est un ancien alcoolique qui se sacrifie pour son pays et pour rendre fiers ses enfants. Les États-Unis, après le châtiment divin pour ses divers excès, redeviennent le symbole de la cité sur la colline. Le phare dans la nuit qui guide les autres pays du monde en leur donnant le moyen d'abattre les vaisseaux. Dans Mars Attacks, toutes ces valeurs sont tournées en dérision. Le président le premier, présenté comme une incompétente poule mouillée impuissante, au discours puant le politicard de base, qui finira même par mourir en servant de porte-drapeau aux Martiens. Sacrilège! On nous montre une société qui mise plus sur les apparences que sur les compétences. Le scientifique que joue Brosnan, tirant des conclusions hâtives basées sur des théories qui présupposent que les aliens pensent comme nous, et non sur des faits, est manifestement plus écouté parce qu'il est beau gosse et passe bien à la télé, que parce qu'il est réellement qualifié. Le fait qu'il passe en priorité dans une émission de poufias superficielle animée par Sarah Jessica Parker, plutôt que sur CNN, en est une preuve flagrante. L'ex-alcoolique, qui, au lieu de s'accomplir dans la sobriété, est montré comme une demeurée croyant aveuglément dans tout un tas de doctrines New Age et faisant des discours de rédemption aux alcooliques anonymes, amusant de parler de ça alors que j'en ai parlé récemment dans mes critiques de Flight et Happiness Therapy, va finir par s'emporter bien mieux avec quelques verres dans le nez. Le thème de la famille est abordé plus subtilement. Burton ne critique pas le fait de porter les valeurs familiales en haute estime, il critique plutôt les actes sur lesquels les familles se basent pour leur échelle de valeur et leur superficialité. La famille de bouseux, limite redneck, que dépeignent les Norris, ne défend pas l'amour pour les membres de sa famille, mais se réfère à des actes qui sont valorisants aux yeux des autres uniquement. Par exemple, le fait que le jeune Richie prenne soin de sa grand-mère, même si elle devient un peu maboule, et probablement le personnage qui m'a le plus fait hurler de rire de tout le film, n'est absolument pas considéré par ses parents. En revanche, le fait que son frère soit un sombre crétin n'a aucune importance puisqu'il s'engage dans l'armée, ce qui rend ses parents fiers, même s'il n'accomplit absolument rien, étant un troufion de base qui ne sert qu'à porter du matériel, et n'est pas foutu d'utiliser une arme à feu alors que la famille croit dur comme fer au second amendement. Yes. Je déteste Jack Black. D'ailleurs, l'armée en général ne reçoit que peu de considération au cours du film. Il faut dire qu'à l'époque, on pouvait se le permettre sans passer pour un odieux connard. Il n'y avait pas de guerre du Golfe. Mais le résultat est le même. Le film s'est fait descendre par de nombreux critiques américains, partiellement parce qu'il moquait ses valeurs, et il a rapporté moins de la moitié de son budget sur le sol américain, se remboursant uniquement sur l'étranger. Cela explique sans doute une petite traversée du désert de 1 ou 2 ans pour Burton, sur laquelle je vais achever cette première partie de la rétrospective. Comme vous avez pu le constater, j'aime quand même beaucoup des premiers films de Burton. Et le film qui va marquer son grand retour, Sleepy Hollow, est un film que j'affectionne particulièrement. Cela dit, nous n'avons pas encore passé le cap des années 2000. A très bientôt pour la partie 2.
Et j'ai commencé tout logiquement par son premier film, qui est relativement peu connu en France, ce qui est logique puisqu'il s'agit de